Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'actualité politique avec votre invité ce matin puisque vous recevez Virginie Ruffnac. Notre invité du matin, c'est en effet Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, grosse séance hier au Congrès. Ça a commencé le matin par la séance des questions orales au gouvernement. Mais vous n'étiez pas là, vous n'avez pas voulu poser de questions. Non, écoutez, on considère dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui que ce n'est pas ce qui va faire avancer les choses. Pour nous, et on a eu l'occasion de le dire, un peu ces questions au gouvernement sont une vraie parodie de démocratie parce que vous savez, au niveau national, à l'Assemblée ou au Sénat, les ministres ont un quart d'heure avant les questions. Nous, on est censé les donner une semaine avant. Au final, ce sont des questions qui sont convenues et les réponses aussi. Donc c'est un exercice un petit peu... qui, en tout cas, dans le contexte aujourd'hui où il y a tellement urgence à mettre l'ensemble des responsables politiques autour d'une table pour discuter de l'avenir des Calédoniens, qui par 3 fois ont voté et attendent maintenant que leur avenir soit tracé, que cet exercice nous a semblé véritablement dérisoire et donc nous n'avons pas souhaité y participer. Vous n'étiez pas là, en effet. Là, c'était un petit peu tendu d'ailleurs le matin. L'après-midi, c'était ensuite consacré à l'examen de plusieurs propositions de loi du pays. Une proposition que votre groupe avait faite, l'un de ces textes concerne la création d'un crédit d'impôt crèche entreprise. Comment ça marche et c'est quoi l'objectif de ce texte ? Alors sur les 6 textes examinés hier en séance publique, 5 étaient de l'ordre de nos propositions du groupe Avenir en Confiance. Et juste avant de parler précisément du crédit d'impôt crèche entreprise, vous dire que je salue l'unanimité sur les textes que nous avons déposés. Ça le méritait parce que, vous savez, il s'agissait de plusieurs sujets, mais surtout de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est un véritable fléau dans notre territoire. Tant de femmes et d'hommes aussi s'investissent dans le milieu associatif pour lutter contre ces faits que les femmes subissent, et en silence parfois, souvent, dans l'obscurité des foyers, sans pouvoir faire appel à personne. Cela méritait effectivement que pour ces avancées, en tout cas moi je considère que ce sont des avancées, il y ait une unanimité, c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors, il y a une vraie sensibilisation aujourd'hui de tous les groupes politiques, de toutes les associations sur ces sujets de violence intrafamiliale. Écoutez, je ne sais pas, l'hémicycle n'était pas forcément rempli hier après-midi, mais bon, je ne vais jeter la faute sur personne. Mais en tout cas, effectivement, je pense aujourd'hui que l'unanimité qu'il y a eu hier montre aussi qu'il y a une prise de conscience très forte. Et nous essayons de mettre, en tout cas, nous avons essayé hier de mettre des petites pierres à l'édifice de cette construction d'une Calédonie moins violente à l'égard des femmes, des enfants, de violences intrafamiliales, de violences conjugales. On ne peut pas accepter qu'on ait 7 fois plus de violences à ce niveau qu'en métropole. On ne peut pas accepter qu'une femme sur 3 en Nouvelle-Calédonie subisse des violences. On ne peut pas être élu, se regarder dans la glace et dire on ne fait rien, on continue comme ça. Je sais que les associations sont à bout de souffle. Elles méritent un petit peu qu'on s'engage et qu'on donne aussi des moyens institutionnels pour venir à leur chevet. Alors comment cette mesure, enfin cette loi du pays maintenant d'un crédit d'impôt crèche entreprise, comment ça peut lutter contre les violences faites aux femmes ? C'est une bonne question. Alors oui, effectivement, cette première loi du pays, là, donc, qu'on a votée à l'unanimité, prévoit que, par exemple, une entreprise qui va créer une crèche, je vais prendre un exemple très concret, 20 millions d'investissements dans son entreprise pour créer les murs, on va dire, de sa crèche, eh bien, elle aura tout de suite 10 millions, c'est-à-dire 50% de son montant d'investissement retiré de ses impôts. Et puis ça va être pareil sur le fonctionnement ensuite chaque année. Donc vous voyez, c'est un vrai apport aux entreprises pour lesquelles c'est gagnant-gagnant parce que le fait de créer une crèche en son sein permet à des femmes de travailler en toute sécurité parce qu'elles savent que leurs enfants sont gardés dans de bonnes conditions. Elles n'ont pas à se déplacer ailleurs que sur leur lieu de travail pour déposer leurs enfants. C'est une sécurité morale très importante pour elles et je pense aussi au papa, parce qu'aujourd'hui les hommes s'impliquent. Alors vous me dites pourquoi est-ce que ça a un lien avec les violences faites aux femmes ? Bien, l'enquête ISEE de 2019, Force et Travail, montre que 8% de moins de femmes travaillent en Nouvelle-Calédonie par rapport aux hommes. Et l'argument avancé par ces femmes dans l'enquête, c'est qu'effectivement, la garde des enfants est une contrainte. Coût de garde trop élevé. Quand vous avez un enfant, c'est parfois, l'ordre de grandeur, c'est 80 000 francs une place en crèche. Vous imaginez quand vous avez 2 enfants et que vous êtes au SMG, les femmes disent « je préfère garder mes enfants que mettre l'ensemble de mon salaire dans la garde des enfants ». Et puis des places très peu nombreuses également. Et ces femmes qui ne travaillent pas sont donc économiquement et financièrement dépendantes de leur conjoint. Et quand, par malheur, elles subissent un milieu toxique, des violences dans leur foyer, elles n'ont aucun moyen de partir avec leurs enfants et d'échapper
à ce milieu toxique. Alors que si elles sont effectivement un emploi, eh bien elles sont indépendantes et peuvent s'extraire de ce milieu. Donc vous voyez, c'est important pour nous de faire en sorte que les femmes travaillent davantage, en tout cas si elles ne souhaitent pas travailler, que ce soit un choix délibéré. Et vous savez, on se retrouve aussi avec une dépendance des femmes en dernière partie de vie, où par malheur aussi, si elles n'ont pas travaillé toute leur vie, parce qu'à un moment donné, elles ont gardé leurs enfants et puis qu'elles sont restées dans ce système, eh bien en fin de vie, si en plus elles se retrouvent toutes seules, elles sont vraiment dans des situations sociales extrêmement difficiles. Donc voilà, c'est un texte pour nous important qui a très très bien marché en métropole. Aujourd'hui, ça s'est extrêmement développé. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, nous avons considéré que c'était Et pour l'instant, ça existe très peu, les crèches d'entreprise en Nouvelle-Calédonie? Et non, ça n'existe pas parce qu'en fait, il y a eu un texte qui est passé en 2010 en Nouvelle-Calédonie, mais dont les seuils étaient extrêmement faibles en termes de crédit pour les entreprises. Et donc plusieurs entreprises, à l'époque, se sont intéressées. On dit, tiens, un texte qui prévoit ça, mais quand elles ont vu les seuils, elles se sont très vite aperçues que ça n'était pas rentable. Il faut avoir conscience que ce coût de garde, il est très élevé. Et d'ailleurs, nos entreprises agréées de crèches qui existent en Calédonie sont en réalité très peu rentables. Le prix est élevé, mais le coût de revient de garde d'un enfant, quand c'est fait dans la sécurité, etc., c'est vraiment quelque chose qui est très élevé. Donc, ça a le mérite, cette solution, de permettre plus de places en crèche, d'abaisser sans doute le prix de la place en crèche pour les parents, les salariés des entreprises, et donc, je l'espère, de faire progresser le travail des femmes, la meilleure garde des enfants. Alors, autre dispositif que vous avez voulu installer en Nouvelle-Calédonie, vous avez fait voter un vœu sur la mise en place de référents communaux pour lutter contre les violences intrafamiliales. Là aussi, vous vous inspirez d'un dispositif qui existe déjà en métropole. Alors en fait, c'est au niveau du département en métropole. Absolument. En 2008, le ministère de la Famille et de la Solidarité et du Travail a mis en place, l'État donc a financé des référents communaux sur la lutte contre les violences faites aux femmes, les droits des femmes, dans chacun des départements. C'est quelque chose de très important parce que on a besoin, et particulièrement en Nouvelle-Calédonie, de travailleurs sociaux dans ce secteur. Nous avons aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, des associations qui font un énorme travail, parfois aussi dans le cadre des institutions, mais qui sont à bout de souffle. Et on a beaucoup d'acteurs, et comme souvent en Nouvelle-Calédonie dans d'autres domaines, on a finalement peu de liens entre ces acteurs, et on n'a pas d'interlocuteurs salariés, d'une certaine façon, qui vont pouvoir mettre en interaction la victime avec l'ensemble de ces acteurs. Et quand vous avez un guide de 150 pages qui vous dit quels sont vos droits et vers où vous pouvez aller, une femme qui est violentée, elle ne va pas avoir ce livre sur sa table de chevet le soir. Elle ne va pas lire 150 pages. Donc elle a vraiment besoin d'un interlocuteur, de l'humain. Et cette proposition de référent dans chaque commune, ou par groupe de communes, elle permettra d'avoir un interlocuteur de proximité, dont le profil n'est pas un très haut niveau d'études, mais dont le profil est surtout un acteur, ça sera sans doute beaucoup des femmes, ces interlocuteurs, qui est très engagé dans le domaine, qui connaît le secteur, qui connaît le réseau, qui a une très bonne connaissance et surtout qui a des capacités de faire du lien, d'accueillir la victime, de l'orienter vers les meilleures structures, les meilleures associations ou les bonnes institutions pour régler sa situation. Alors, vous proposez ce dispositif, vous proposez également, vous souhaitez que l'État finance le dispositif. Est-ce que là, vous avez eu des engagements en ce sens? Est-ce que vous avez fait les démarches d'ores et déjà pour que l'État prenne cela en charge? Oui, alors d'abord, pourquoi je demande ça? Effectivement, vous savez, le président de la République s'est engagé en disant que la lutte contre les violences faites aux femmes était une cause nationale prioritaire. Et effectivement, je le disais, en 2008, l'État a financé à l'égard des départements ces référents. En Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas de département et les communes nous semblaient être le meilleur interlocuteur. J'ai donc effectivement, on a posé aussi une résolution qui demande la prise en charge de ces référents, effectivement, par l'État. J'ai par ailleurs écrit au commissaire, Patrice Faure, pour le solliciter sur ce sujet. Nous n'avons à ce stade pas de réponse, mais j'ai confiance dans le fait que l'État, qui en Nouvelle-Calédonie essaye véritablement de s'engager sur cette thématique. Vous avez vu qu'il y a eu le Grenelle, vous avez vu que le procureur s'engage aussi sur ces sujets, avec notamment les bracelets anti-rapprochement pour éviter que les auteurs de faits de violence à l'égard de femmes ne se rapprochent des victimes. Et puis le gouvernement est impliqué. Mais du côté de l'État, en tout cas, effectivement, nous espérons qu'il va y avoir maintenant un rapprochement de l'État et des communes sur ce sujet, de façon à construire quelque chose qui fonctionne et qui est en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs. Ça peut se mettre en place relativement facilement ou est-ce qu'il va falloir former des personnes pour être référents communaux? Alors,
Moi, je considère qu'en Nouvelle-Calédonie, on a tant d'acteurs engagés dans ce domaine qu'il y a un côté naturel à ce que ces référents proviennent notamment de ces associations où les gens sont assez formés. Mais de toute façon, ça a été d'ailleurs le cas aussi en métropole, il faudra bien sûr que ces référents bénéficient de formation. Et puis, il faudra que chaque commune définisse aussi son propre profil, parce que les besoins ne sont pas les mêmes partout. Mais de manière générale, il y aura effectivement un travail qui sera fait, enfin je l'espère, de manière à ce que les communes bénéficient réellement et que cet acteur soit un acteur déterminant dans cette lutte. Alors dans un tout autre domaine, vous avez également, votre groupe a également défendu une autre proposition de loi du pays. C'est une modification du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de quoi là exactement? Alors vous savez, c'est une modification, mais en fait c'est un droit constant, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas la loi, mais on vient faire une loi interprétative. Depuis de nombreuses années, la loi du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, qui a été votée en 2015, a été mal interprétée par le juge civil, et ça a ouvert des contentieux. Alors c'est sur les lotissements. Dans les lotissements, vous savez, vous avez des documents qui s'appellent des cahiers des charges, où les différents colotis peuvent inscrire des règles de contrat entre eux, qui fixe un certain nombre de règles au niveau du lotissement. Et puis, vous avez les règles générales d'urbanisme des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu une forme de concurrence entre ces deux types de documents, où finalement, certains colotis faisaient des procès, ouvraient des contentieux à l'égard de d'autres colotis pour demander la démolition d'un bien, d'un bâtiment, parce que dans le cahier des charges, il y avait une règle qui disait pas d'étage, pas un R+1, et donc il a fait R+1, il faut le faire détruire. Alors que la personne qui avait construit son bâtiment l'avait fait selon les règles tout à fait conformes de l'administration. Et donc, en fait, il y avait une primauté de ces règles de contrat entre les gens sur la règle publique, ce qui n'est pas possible. Donc on est venu interpréter la volonté du législateur en 2015, quand on a créé notre code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait plus ces contentieux et que la règle publique, quand quelqu'un a obtenu un accord de l'administration, des collectivités publiques pour construire son bien, eh bien, il ne faut pas qu'on puisse le menacer, effectivement, de voir détruit son bien. Donc voilà, c'était une loi du pays interprétative. Alors, ça ne semble rien, mais c'est important. Et les notaires, que je remercie d'ailleurs, avaient sollicité parce qu'ils assistaient à ces conflits de manière impuissante et avaient besoin qu'on clarifie la loi, ce que nous avons fait hier. Alors on va parler politique également un petit peu. Il y a eu donc tous ces textes au Congrès, mais le prochain rendez-vous, le 30 août, c'est le renouvellement du bureau et du président du Congrès. Comment ça va se passer cette fois-ci? Écoutez, vous avez compris que je ne serai pas candidate. C'est un fait. Alors, vous savez, l'année dernière, effectivement, nous étions 18 au Congrès. Depuis, l'Avenir en confiance a vu un certain nombre d'élus quitter le groupe pour en créer un autre. Nous sommes 7 à Avenir en confiance. 11 élus sont donc partis. Ils constituent un groupe qu'on appelle loyaliste. Nous leur demandons aujourd'hui de faire des propositions. Et en tout cas... il y a nécessité en Nouvelle-Calédonie, mais moi je considère que c'est plutôt dans le cadre de la réforme des institutions que j'appelle de mes voeux que cela se fera, avoir des institutions plus conformes avec la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons un territoire qui vote majoritairement à chaque fois et depuis toujours pour maintenir la Calédonie dans la France. On ne peut plus avoir 4 des 5 institutions qui sont dirigées par les indépendantistes. Donc il y a une logique. Nous en tout cas, nous attendons que le groupe loyaliste nous fasse des propositions de candidature. Et vous soutiendrez son candidat quoi qu'il arrive? Écoutez, probablement. En tout cas, nous attendons ces propositions. Et en tout cas, moi, je ne présenterai pas. Et notre groupe est dans l'attente des propositions que le groupe loyaliste fera. Et tout dépend, pour être clair, tout dépend encore de l'éveil océanien de toute façon. Alors, ce que j'allais vous dire, de toute façon, les clés de la situation, effectivement, sont dans les mains de l'éveil océanien. Parce que par le biais du gel du corps électoral et de la surreprésentation des collectivités nord, province nord et îles au Congrès de la Calédonie, nous sommes minoritaires, les non-indépendantistes, puisque nous sommes 25, les indépendantistes 26. Ce sont donc les 3 élus de l'éveil océanien qui ont les clés de la présidence du Congrès entre leurs mains. Ce sera donc le 30 août. En attendant, l'une des grandes questions, c'est bien sûr celle de l'avenir institutionnel. On attendait des visites ministérielles qui ne sont pas venues pour la fin du mois, mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, consulte beaucoup. Vous-même, vous avez eu un contact téléphonique avec lui. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sans nous dévoiler bien sûr la teneur de votre entretien?
Bah, écoutez, oui, effectivement, Gérald Darmanin m'a contacté, je l'ai eu au téléphone et j'aurai l'occasion aussi de le rencontrer puisque je vais me déplacer. Alors, je vais cette fois-ci en métropole pour des vacances, mais je prendrai quand même sur mes vacances un jour pour effectivement rencontrer un certain nombre de nos acteurs institutionnels nationaux. Et l'entretien s'est très bien passé. Je considère, en tant que j'ai l'impression que voilà, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a l'intention d'être volontariste sur la Calédonie. Effectivement, on a la connaissance désormais, et il l'a évoqué avec moi, de la venue de Jean-François Carenco autour de la mi-septembre, qui va effectivement faire ce que les indépendantistes un peu appelaient de leur vœu, c'est-à-dire des bilatérales, des échanges en direct avec les responsables politiques. Et puis je pense qu'un comité des signataires se profilera probablement à l'issue de ces bilatérales. C'est important, aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. La Calédonie est au bord de la faillite. Et nous avons besoin de réformer nos institutions, nous avons besoin de redonner confiance à nos habitants de la Nouvelle-Calédonie. C'est de notre responsabilité et c'est notre devoir. Donc ça s'est bien passé, cet entretien. J'ai senti un ministre qui avait vraiment la volonté de s'emparer de ce sujet et surtout d'écouter tout le monde. Il a été très à l'écoute lors de cet entretien. Et donc, nous allons être très attentifs maintenant à la mise en place de ces discussions, qu'en tout cas nous nous appelons de nos voeux. Jean-François Carenco, vers la mi-septembre en Nouvelle-Calédonie, des bilatérales avec les deux camps, si on peut dire, pas uniquement des bilatérales avec les indépendantistes. Oui, alors, vous savez, moi j'ai souvent dit que on n'avait aucun souci à ce que l'État échange avec l'ensemble des forces politiques. L'important, c'est quoi? C'est qu'on ne décide pas de la solution dans notre dos, évidemment. Donc, ce n'est pas la solution, on ne va pas se décider en bilatéral. À un moment donné, il faut que tout le monde soit autour de la table quand la discussion va se tenir pour savoir quelle Nouvelle-Calédonie demain. Moi, j'ai attiré l'attention du ministre sur le fait que les Calédoniens s'étaient prononcés à plusieurs reprises et toujours dans le même sens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attend de l'État aujourd'hui, c'est qu'on trace avec l'ensemble des partenaires une solution pour la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, conformément à ce que souhaitent les Calédoniens, avec évidemment la reconnaissance de toutes les identités, les légitimités en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que c'est tout à fait possible de faire ça sans renier personne. Un comité signataire en septembre à Paris, c'est encore envisageable, ou le calendrier va être un peu changé, un peu modifié? Moi, j'ai le sentiment que le calendrier va être un petit peu détendu, c'est-à-dire que le préalable de la visite de Jean-François Carenco permettra sans doute de débloquer un comité des signataires de ce que je comprends un peu plus tard, mais au mois d'octobre, enfin en tout cas dans ces dates-là. J'ai le sentiment aussi que le ministre veut évidemment se rendre en Nouvelle-Calédonie, ce qui est une bonne chose. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et c'est une bonne chose. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui un lien fort avec les responsables d'État, et c'est ce qui nous a manqué ces dernières années, me semble-t-il. Sans jeter la pierre à personne, l'État doit être un partenaire extrêmement investi. C'est l'un des 3 partenaires, toujours, de nos accords. Et quand il n'est pas là, c'est complexe. C'est quand même une clé de voûte entre aussi les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et donc, ce dialogue est très important. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'accepter votre invitation. Merci à vous.